Je veux commencer par le blocus parce que les exportations iraniennes de pétrole resteraient élevées malgré celui-ci. Selon plusieurs informations, les exportations de brut iranien d'avril 2026 demeurent soutenues. Une flotte fantôme de plus de 26 navires a contourné le blocus au cours de la semaine écoulée. Et les États-Unis ont maintenant saisi, je crois, leur deuxième navire dans un immense acte de provocation. Pourtant, dans le même temps, beaucoup disent que l'Iran parvient à briser ce blocus depuis plusieurs jours, voire une semaine, tandis que l'administration Trump continue de fanfaronner à propos de négociations, d'anéantissement et de refus de prolonger le cessez-le-feu. Ce qui me frappe dans ce moment précis, c'est que le blocus continue de créer des problèmes, non seulement pour tout espoir de règlement, mais aussi parce qu'il donne l'impression que les États-Unis n'en tirent pas grand-chose, ou du moins que l'essentiel du gain réside dans la provocation elle-même. C'est l'ancienne doctrine Trump en miniature. Si les faits ne produisent pas la domination, on met en scène l'éclairage pour que le pupitre ait tout de même l'air victorieux. La saisie d'un navire est évidemment illégale, tout comme la guerre américaine contre l'Iran est illégale. Il y a tant d'aspects illégaux dans cette affaire qu'il est impossible de rationaliser pourquoi cela s'est produit aujourd'hui. L'explication la plus plausible, c'est l'attitude maximaliste de Trump face à tout. Cet instinct permanent de commencer par la menace. Cela peut être encore plus lié au fait qu'il n'y a toujours aucun signe indiquant que une partie de l'équipe iranienne de négociation, pas même son équipe avancée, a quitté l'Iran pour Islamabad. Et demain, c'est le jour J. Demain est le dernier jour du cessez-le-feu temporaire censé créer un espace pour les négociations, des négociations fondées sur les 10 points de l'Iran et acceptées comme telles par les États-Unis. Pourtant, les États-Unis semblent avoir reculé sur la plupart de ces points. Et, une fois encore, il n'existe aucun moyen rationnel d'expliquer ce comportement. C'est probablement pour cela qu'ils ont abordé un autre navire. Apparemment, celui dont ils ont détruit la salle des machines et qu'ils détiennent désormais ne suffisait pas. Il leur fallait frapper fort ou rentrer chez eux. C'est peut-être exactement pour cela qu'ils agissent à la veille du dernier jour du cessez-le-feu. Dans ce style politique, une échéance n'est jamais seulement une échéance. C'est une conférence de presse en rangère militaire. Je ne pense pas que cela soit susceptible de traîner les Iraniens jusqu'à Islamabad s'il existe des raisons légitimes de ne pas y aller, surtout si les Américains ont, pour l'essentiel, renié tous leurs engagements ou réécrit les termes auxquels ils avaient vaguement consenti il y a 2 semaines. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Ces 2 semaines ont donné, je crois, à beaucoup d'Américains une vraie matière à réflexion. Que fait notre président? Pourquoi change-t-il d'avis, non seulement chaque jour, mais presque chaque heure? À ce stade, tout ce que nous pouvons vraiment faire, c'est regarder l'horloge, car d'ici la fin de demain, mercredi, il y aura soit un accord, soit un retour potentiel de la guerre. Toute l'idée consistant à traîner l'Iran à Islamabad révèle un problème plus profond. Il s'agit censément de négociations, donc, en théorie, les 2 parties devraient parler de toute façon, mais ce que fait l'administration Trump avec ce blocus a été présenté explicitement presque comme une manière de mettre au défi l'Iran sur le contrôle du détroit d'Ormuz et de le forcer à capituler. Je ne vois aucun signe de cette capitulation. Il y a bien un cessez-le-feu, oui, et nous sommes bien dans un cessez-le-feu, mais ce blocus naval a, lui, pratiquement continué sans interruption. La question évidente est donc de savoir si il y a réellement eu une capitulation et ce que vaut réellement cette stratégie lorsque les États-Unis tentent de pousser l'Iran à Islamabad à des conditions favorables à Washington. Avant que la guerre ne commence en février, des négociations étaient déjà en cours entre Téhéran et Washington et selon le ministre omanais des Affaires étrangères, elles avaient pratiquement abouti sur tous les points. C'était presque un accord conclu et selon des conditions que les Américains auraient dû apprécier. Puis, la guerre a éclaté. Il est donc extrêmement improbable, et je dois le répéter, que ce que l'Iran était prêt à accorder aux États-Unis le 27 février ressemble de près ou de loin à ce qu'il est prêt à leur accorder aujourd'hui. Le 27 février, l'Iran ne disposait pas d'un grand levier, hormis la question de savoir si les États-Unis voulaient vraiment une autre guerre. Cette fois, l'Iran dispose d'un levier bien plus important. Il a mené une guerre pendant presque 40 jours. Les Américains et les acteurs régionaux ont été surpris par de nombreux développements de cette guerre.
Non seulement parce que l'Iran a tenu, mais parce qu'il a réussi à faire en sorte que ni les Américains ni les Israéliens n'atteignent un seul de leurs objectifs. L'Iran mène ses guerres de manière asymétrique contre une superpuissance comme les États-Unis. Son objectif initial n'est pas de vaincre l'Amérique de front, mais de l'empêcher d'atteindre ses buts, puis d'instaurer une forme de dissuasion en frappant assez fort pour que l'autre camp n'ait plus jamais envie de recommencer. Voilà ce qui arrive quand un slogan essaie de négocier avec un État qui, lui, est venu avec une stratégie. Alors pourquoi l'Iran envisagerait-il d'accorder aux États-Unis ce qu'il était prêt à leur donner le 27 février ? Cet accord visait à empêcher la guerre et les États-Unis ont tout de même choisi de faire la guerre. Ils ont détruit une grande partie des infrastructures civiles iraniennes, tué plus de 3000 Iraniens et provoqué des dommages régionaux. Évidemment, ils n'obtiendront pas aujourd'hui le même accord, les Américains. Et quelqu'un comme Trump en particulier peuvent raisonner comme un homme d'affaires et se dire que si ces conditions étaient disponibles auparavant, alors elles devraient l'être encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne avec les Iraniens. Il y a ici une autre distorsion qu'il faut affronter. Au cours de ces 2 semaines de cessation des hostilités, les Américains ont réellement poussé l'idée selon laquelle des éléments au sommet de la hiérarchie politique et militaire iranienne seraient profondément divisés. C'est tout simplement faux. Bien sûr, il existe au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, au ministère des Affaires étrangères et au Conseil suprême de sécurité nationale, des gens qui ne pensent pas exactement de la même manière. C'est normal, les gens débattent à partir de points de vue différents. Chacun a ses raisons de croire que sa propre approche fonctionnera et que celle de ses collègues échouera. Mais le point central, c'est que tout se décide par consensus. Cela se décide au sein du Conseil suprême de sécurité nationale, créé après la guerre de juin l'an dernier, et dont le chef Ali Larijani a été assassiné par les Américains et les Israéliens. Les Iraniens ont vu les Américains rompre presque immédiatement leurs promesses sur le Liban, notamment sur le cessez-le-feu libanais. Ils n'ont pas non plus mis fin à leur blocus d'Ormuz. Ensuite, ils ont tenté de semer la discorde non seulement parmi les responsables iraniens, mais aussi au sein de la population iranienne, en poussant l'idée que le ministre des Affaires étrangères voulait négocier et était prêt à concéder davantage, alors que le corps des gardiens de la révolution islamique, lui, s'y opposerait. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ils peuvent avoir des opinions différentes, mais tout est tranché par consensus avant même l'ouverture des discussions. Washington continue d'essayer de vendre un fantasme factionnel comme on vendrait une publicité de campagne, comme si assez de répétitions pouvaient remplacer une véritable compréhension du système qu'il affronte. Pour être honnête, une partie de moi est même curieuse de voir si l'équipe américaine va continuer à attendre à Islamabad jusqu'à l'expiration du délai, pendant que les Iraniens, eux, ne se présenteront tout simplement pas. Je me demande sincèrement si quelqu'un a déjà fait cela aux États-Unis auparavant. Les États-Unis ne s'engagent pas souvent dans des discussions de cette nature, des discussions d'une telle portée, et lorsqu'ils le font, ils partent du principe qu'ils négocient en position de force. Ce qui se produirait maintenant reviendrait donc à faire faux bond à la soi-disant équipe de négociation américaine, une équipe avec laquelle l'Iran a dit clairement à de nombreuses reprises qu'il ne voulait pas vraiment parler. Il ne veut pas traiter avec les Kushner ou les Witkoff de l'administration Trump. Il a dit qu'il tolérait J.D. Vance, mais pas beaucoup plus loin, et essentiellement uniquement parce que J.D. Vance est le seul interlocuteur encore disponible en dehors de Trump. Dans le même temps, il existe une contradiction plus large qui devient chaque jour plus visible. Les exportations de pétrole iranien ont effectivement augmenté, ou du moins restent élevées, au moment même où un blocus est censé être en place. Chaque jour, de nouveaux indices donnent l'impression que l'Iran continue d'expédier son pétrole. Et pourtant, ce blocus produit en parallèle des démonstrations très médiatisées de supposée domination américaine, comme la saisie d'un autre navire, apparemment un pétrolier lié à la Chine. Trump a même affirmé que ce navire contenait des pièces de drones et a laissé entendre, d'un ton assez feutré, que la Chine ne devrait pas agir ainsi. La question devient alors évidente. Si les États-Unis imposent réellement un blocus, pourquoi ne coupent-ils pas complètement les exportations iraniennes ? Pourquoi ne frappent-ils
qu'un navire ici, puis un autre là, sur quelques jours à peine. Le blocus, jusqu'ici, ressemble moins à une coercition étanche qu'à une bande-annonce de télé-réalité à la recherche d'une saison complète. Lloyd's List Intelligence a publié un article affirmant qu'au moins 26 navires de la flotte fantôme iranienne ont contourné le blocus américain. Une partie de cette cargaison est iranienne. Je ne sais pas si tout cela concerne le pétrole, mais nous savions dès le départ que l'Iran avait quelque chose comme 150 millions de barils de pétrole déjà positionnés en haute mer, à travers le monde, prêts pour des acheteurs en cas de guerre prolongée. L'Iran avait donc déjà ses approvisionnements en place. Le pétrolier particulier qui a été arraisonné et saisi par les Américains semble se trouver dans la zone Asie-Pacifique et se diriger vers la Chine. Je ne sais pas s'il naviguait sous un pavillon national précis. Il faisait peu être parti de la flotte fantôme. Mais le point essentiel est que les États-Unis n'ont aucun droit de faire cela. Le fait que les États-Unis sanctionnent un pays ne signifie pas que les autres doivent s'y soumettre, et cela ne leur donne certainement pas le droit d'agir en dehors de leur propre juridiction. Si Washington affirme que l'Iran n'a pas le droit de faire ce qu'il fait dans le détroit d'Ormuz, qui relève pourtant pleinement des eaux territoriales iraniennes, alors en vertu de quel droit les États-Unis vont-ils jusqu'en Asie-Pacifique pour saisir un pétrolier transportant 2 millions de barils de pétrole apparemment destinés à la Chine? C'est une escalade extraordinaire. Si tout cela se confirme, alors Washington demande en réalité s'il veut aussi s'en prendre à la Chine. La Chine dispose de navires militaires qui pourraient être engagés. Je ne comprends pas du tout cette escalade. L'Iran, au contraire, s'est donné les moyens non seulement de continuer à vendre du pétrole pendant une guerre prolongée, mais aussi de vendre ce pétrole à prix fort. Il a expédié sa production par ses circuits habituels dans le golfe Persique et depuis les ports iraniens, et une partie de ces flux a continué à passer malgré le blocus. En même temps, il disposait déjà d'un surplus de pétrole positionné sur les voies maritimes mondiales. Il y a donc ici deux dimensions. L'Iran s'est assuré la possibilité de continuer à vendre pendant un conflit prolongé et il s'est assuré de pouvoir le faire à un prix suffisamment élevé. En pratique, c'est presque comme vendre du pétrole pendant 4 mois au lieu de 2. En d'autres termes, l'Iran n'a pratiquement pas perdu un battement. Il y a aussi la situation énergétique globale, et elle est alarmante. La Russie réduirait sa production, et l'on prête beaucoup trop peu d'attention à ce qui se passe sur le théâtre Ukraine-Russie, où de multiples actifs sont frappés de manière à entraver la capacité de Moscou à déplacer ses ressources énergétiques et à les vendre. En parallèle, il y a cette guerre dans la région du Golfe Persique et depuis le 1er mars, une série d'incendies et d'explosions inexpliquées a touché des raffineries sur 4 ou 5 continents. Il y a eu des incidents au Texas, au Mexique, en Russie, en Inde, en Australie, au Myanmar et au Rajasthan, en Inde, où une grande raffinerie censée entrer en service a pris feu. Au Myanmar, il y a eu une explosion dans un port-citerne de carburant. Au Texas, une éruption de puits de pétrole. Il se passe tout simplement trop de choses aujourd'hui qui restent inexplicables. Et si le pétrole n'arrive pas sur le marché, beaucoup de raffineries américaines feront faillite. Je n'ai pas encore assemblé toute l'image, mais cela me fait soupçonner que l'objectif de cette guerre n'a jamais été seulement l'Iran. Il semble y avoir quelque chose de beaucoup plus vaste et de plus inquiétant à l'œuvre. Cela ne peut pas être simplement une tentative de rendre le monde entier dépendant du pétrole et du gaz de schiste américain, parce que les Américains n'en ont pas assez. Mais cela ressemble en partie à une logique du type « si nous tombons, les autres tomberont aussi ». C'est extrêmement inquiétant. Quand une politique commence à ressembler à un homme qui renverse l'échiquier d'un coup de pied et appelle cela une gestion des chaînes d'approvisionnement, le danger cesse d'être théorique. Les répercussions de cette guerre ont aussi stimulé l'intérêt pour les technologies de l'énergie propre et la Chine en est une grande bénéficiaire. Les exportations chinoises de batteries, de véhicules électriques et de produits solaires auraient bondi en mars jusqu'à près de 22 milliards de dollars, soit une hausse de 70% par rapport à mars 2025. Et lorsque j'observe la situation intérieure chinoise, il devient clair pourquoi. Dans plusieurs villes,
Il n'y a aucune panique énergétique, aucun rationnement, aucune flambée artificielle des prix, aucune de ces mesures d'urgence visibles ailleurs. La Chine s'y est préparée. Non seulement elle est déjà le leader mondial de la consommation, de la production et du commerce des énergies renouvelables, mais elle s'est aussi préparée sur le front de l'énergie conventionnelle. Seuls environ 20% de ses besoins énergétiques dépendent de l'étranger et elle a constitué des réserves pour résister à des chocs sur le marché pétrolier. Cela rend la stratégie américaine visant à couper l'Iran de la Chine encore plus révélatrice. Les pétroliers attaqués semblent pointer vers la Chine. Scott Besson a parlé du blocus comme d'un moyen de couper la Chine de l'Iran. L'Iran peut être une part significative de ces 20% restants, mais cela reste un volume qui peut être raisonnablement remplacé. Ce qui signifie que cette guerre concerne clairement bien plus qu'un simple changement de régime en Iran. Les conséquences mondiales sont majeures et ce qui frappe le plus, c'est que les États-Unis mènent cela sans la force, sans l'efficacité, sans la capacité technique, sans la puissance militaire, ni sans les moyens financiers nécessaires pour produire le changement qu'ils recherchent. Si les États-Unis avaient voulu perturber l'essor des puissances eurasiatiques, ils auraient dû essayer lorsqu'ils se trouvaient sur des bases beaucoup plus solides. Une grande partie de tout cela semble viser à perturber les nouvelles routes de la soie. La route arctique ouverte par la fonte des glaces est dominée par les brise-glaces russes, ainsi que le corridor international de transport nord-sud, dont les principaux partenaires sont la Russie, l'Iran et l'Inde. L'Inde, franchement, joue très mal son jeu si elle pense pouvoir manœuvrer face à la Chine en Asie, tout en affaiblissant ses deux partenaires les plus importants dans le seul grand axe qu'elle possède dans cette région. Ce que Washington semble faire, c'est utiliser une mitrailleuse pour résoudre un problème stratégique qui exigerait la précision d'un tireur d'élite. Cela arrose la perturbation partout. À ce stade, quiconque avait encore des doutes sur l'identité du responsable du sabotage de Nord Stream 2 devrait probablement en avoir moins maintenant, compte tenu du schéma d'explosion et de sabotage qui semble se déployer partout. Si les Américains sont désormais assez téméraires pour faire entrer la Chine directement dans cette affaire, je ne pense pas que Pékin répondra comme Washington l'espère. Je ne dis pas que la Chine entrera dans un conflit ouvert, mais elle peut parfaitement envoyer des navires militaires dans les eaux contestées pour protéger la navigation. Elle peut aussi accélérer les changements dans les systèmes mondiaux de paiement. On parle déjà de la manière dont la Chine accélère cette transition et de la façon dont cette crise l'aide considérablement. Il y a à peine une semaine ou 10 jours, le gouvernement chinois aurait publié un nouvel ensemble de directives permettant une confiscation rapide, une saisie et des mesures de réciprocité chaque fois que les intérêts sécuritaires ou économiques de la Chine sont visés. Cela ressemble fortement à une préparation à ce que Pékin pense voir émerger dans cette région. Donc, si 2 millions de barils de pétrole destinés à la Chine sont confisqués, cela pourrait se jouer d'une manière très différente de celle qu'attendent les Américains. Et tout cela se déroule pendant que Trump s'imagine encore pouvoir se rendre en Chine le mois prochain et y recevoir une chaleureuse accolade de Xi Jinping. Cette fantaisie devient encore plus absurde à la lumière des informations sur la manière dont Trump prend ses décisions, sur son caractère erratique et impulsif, et sur la façon dont certains autour de lui tentent en pratique de le contenir. Il y a même des informations selon lesquelles 2 hauts responsables ont quitté des réunions à cause de ce qu'il exigeait. Il ne s'agit pas de spéculation marginale. Cela traduit une inquiétude réelle quant à la manière dont Trump se comporte et à la profondeur de l'aliénation qu'il provoque chez les alliés, non seulement dans le Golfe Persique, mais aussi en Europe. Quelque part, dans cette mise en scène, subsiste la croyance durable que la volatilité est en soi un titre de compétence, comme si l'impulsion pouvait être rebaptisée grande stratégie en baissant les lumières et en levant le drapeau. Plusieurs pays rejoignent désormais l'Espagne et l'Irlande pour demander la suspension des relations commerciales spéciales avec Israël. Il se passe aujourd'hui tellement de choses d'ordre cinétique qu'il faudrait 10 heures de discussion pour à peine effleurer les développements qui émergent chaque jour. Et tout cela est important. Même si un accord de cessez-le-feu était signé demain, l'Europe et l'Extrême-Orient ne recevraient pas ce dont ils ont besoin avant des mois. La production et le transport du pétrole et du gaz ne redémarrent pas d'un claquement de doigts le lendemain matin.
Il y aurait des pénuries jusqu'en juin, voire au-delà. Nous n'avons jamais vu une rupture d'approvisionnement de cette nature dans l'histoire. Il n'existe aucun mode d'emploi pour cela. C'est aussi ce qu'il faut expliquer aux voix les plus téméraires aux États-Unis qui pensent que les États-Unis et Israël ont reconstitué leur stock d'armes en 2 semaines. C'est pas le cas. Ils n'ont ni la capacité industrielle, ni la capacité de production pour cela. Si l'on regarde le temps écoulé entre la guerre de juin et celle du 28 février, il devient clair combien de temps Israël a mis pour se réapprovisionner, environ 8 mois. Rien de significatif ne se reconstitue en 2 semaines. En réalité, je soupçonne qu'une conséquence de ce cessez-le-feu est que l'Iran n'acceptera plus un autre cessez-le-feu de ce genre. S'il existe un autre accord possible, il pourrait bien se conclure en pleine guerre, et non à la faveur d'une nouvelle pause comme celle-ci. Washington semble avoir imaginé qu'il pouvait arrêter la guerre, oublier les presque 40 jours qui l'avaient précédé, ignorer le fait que l'Iran n'a même pas encore montré toute sa main sur le plan militaire, puis reprendre les discussions avec l'Iran comme si nous étions encore le 27 février, avec simplement le détroit d'Ormuz ajouté à l'ordre du jour. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. S'il y a eu un effet de cette pause, c'est être surtout d'avoir donné à certains, à Washington, le temps de reconstruire leur récit au lieu d'affronter la réalité du terrain. Si le cessez-le-feu s'effondre et que la guerre reprend, je ne vois pas un autre cessez-le-feu se produire sans qu'un accord ait déjà, pour l'essentiel, été conclu. Pour le camp Trump, une pause semble souvent signifier une occasion de repeindre le même mur et d'appeler cela une nouvelle sortie. La dimension pétrolière ajoute encore une autre couche. Il y a eu de véritables sabotages et pas seulement des représailles légales de l'Iran au titre du droit de la guerre en réponse à des attaques contre des cibles énergétiques, mais aussi de vrais sabotages dans des pays comme l'Arabie Saoudite et le Koweït, où la force majeure est maintenant invoquée dans de nombreux contrats. Une théorie veut que les États-Unis, avec Israël poussant en arrière-plan, tentent de couper la Chine des marchés pétroliers et de la forcer à acheter américain. Cela impliquerait d'affaiblir la Russie par des attaques contre des pétroliers de la flotte fantôme, de frapper l'Iran, de bloquer le golfe Persique et d'avoir déjà tenté de saisir ou de contrôler le pétrole dans des endroits comme le Venezuela. Mais la faille de ce raisonnement est évidente. La Chine n'est pas intéressée par l'achat d'un pétrole américain coûteux et une grande partie du monde n'est pas intéressée non plus par l'idée de payer plus cher son pétrole simplement parce que Washington harcèle les lignes d'approvisionnement des autres. Si les États-Unis créaient un monopole sur le pétrole et le gaz, cela ne ferait qu'augmenter davantage les prix. La Chine n'acceptera pas cela. Toute cette attente appartient à une autre époque. Nous ne sommes plus au XXe siècle. Nous sommes dans une lutte mondiale pour l'hégémonie et pour beaucoup de pays, il ne s'agit pas de domination, mais de souveraineté, de liberté de mouvement et d'indépendance. La souveraineté est revenue au centre du jeu. J'entends de plus en plus de gens parler en ces termes, parce que c'est exactement ce que les gouvernements sont désormais forcés d'affronter. Il ne s'agit plus de gauche ou de droite au sens ancien. Il s'agit de savoir si les États peuvent garantir à leur population des biens essentiels, des services et une autonomie réelle. Le monde ne va pas se ranger en file pour acheter le pétrole et le gaz de schiste américains sous monopole. Trop de changements sont déjà en cours. Des pays d'Afrique expulsent des forces étrangères, ferment des bases militaires, bâtissent des capacités de production qu'ils n'avaient jamais eues auparavant, vont même jusqu'à cultiver des produits qu'ils importaient jusque-là. Le Nigeria, grand producteur de pétrole, dispose désormais d'une méga raffinerie qui fonctionne réellement et pour la première fois, ce sont les Américains qui vendent du pétrole pour qu'il soit raffiné au Nigeria au lieu de raffiner le pétrole nigérien aux États-Unis avant de le revendre à prix gonflé. Les changements sont trop nombreux pour être ignorés. Ce qui apparaît de plus en plus clairement, c'est que les Américains ont perdu leur capacité, ou peut être leur volonté, d'analyser ce qui se passe vraiment dans le monde. C'est comme si tous les câbles venus de centaines de pays arrivaient à Washington pour disparaître ensuite dans un gouffre de politique étrangère. Pourtant, des changements concrets sont en cours partout. L'Irak en est un exemple. Les Américains ont averti que si le cadre de coordination irakien ramenait Nouri al-Maliki dans un rôle central après les élections de 2025, alors l'enfer se déchaînerait. Puis, tout à coup, il a semblé
que cela pouvait effectivement arriver, et peu après sont apparues des informations selon lesquelles les Américains avaient décidé de geler le transfert des revenus pétroliers de l'Irak, des fonds déposés dans une banque américaine alors qu'ils appartiennent à l'Irak. C'est de l'argent souverain, et Washington semble dire qu'il ne le rendra pas. Cela, à lui seul, dit quelque chose de la stratégie coercitive plus large à l'œuvre. La décision de l'Iran de stopper la guerre a aussi produit des effets régionaux plus vastes. Elle a interrompu la guerre sur plusieurs fronts et donné aux États-Unis et à Israël 2 semaines pour frapper les alliés de l'Iran, attaquer le Liban, réaffirmer la pression en Irak et interrompre l'élan qui s'était soudainement formé contre eux. Les forces de résistance irakiennes avaient commencé à frapper des ambassades, des consulats et des bases, forçant même les troupes américaines à se replier plus profondément dans la zone kurde. Les Kurdes eux-mêmes ont refusé à Washington le scénario qu'ils souhaitaient, à savoir voir des séparatistes kurdes armés passer en Iran pendant la guerre. Puis tout cet élan s'est figé au moment où ce cessez-le-feu de 2 semaines a commencé et les Américains sont aussitôt retombés dans leur vieille mentalité du « nous sommes l'Amérique, c'est nous qui commandons ». À ce stade, il semble que tout ce qui vient maintenant devra se poursuivre jusqu'à ce qu'un véritable changement structurel s'impose dans la région. Ce réflexe reste remarquablement intact, mettre la pièce à sac, faire une pause pour les caméras, puis annoncer que l'ordre a été rétabli par ceux-là même qui viennent de renverser les meubles. Les États arabes du Golfe Persique ont leurs propres griffes. Les Américains leur ont dit qu'ils allaient attaquer l'Iran, mais ils ne leur ont pas dit qu'ils allaient cesser de l'attaquer. Cela a laissé ces États exposés à ce que l'Iran pourrait ensuite décider de faire. Dans le même temps, la guerre a intensifié la confrontation entre la Turquie et Israël, tout en renforçant l'alignement perçu de la Grèce, de Chypre et d'Israël contre la Turquie. En réponse, la Turquie a commencé à discuter plus sérieusement avec le Pakistan, l'Arabie Saoudite et l'Égypte de ce à quoi la sécurité régionale devrait ressembler à l'avenir. Même l'Arabie Saoudite, malgré toute l'histoire sectaire et la rhétorique dirigée contre l'Iran, reste sur la réserve. C'est révélateur. Cela suggère que les Saoudiens ont immédiatement compris qu'un basculement fondamental était en cours et que les garanties de sécurité américaines valaient bien moins que ce qu'on prétendait. Washington privilégiait Israël au détriment des alliés asiatiques comme le Japon et la Corée, au détriment des alliés du Golfe Persique et au détriment des alliés européens aussi. C'est pourquoi je pense de plus en plus que cette crise se poursuivra jusqu'à ce que d'autres États aient achevé leur propre positionnement stratégique et que les Américains réalisent enfin à quel point ils sont devenus isolés. Quant à savoir si il existe aux États-Unis une autorité capable, en théorie, d'empêcher un président de se diriger vers la guerre, cette autorité, ce serait le Congrès. Mais le Congrès n'arrive même pas à réunir les voix nécessaires pour engager un processus de freinage dans cette direction. Cette incapacité en dit déjà long sur le problème plus large. Les présidents sont censés s'adresser au Congrès en matière de guerre, mais dans les faits, cette règle s'est érodée depuis longtemps, surtout après le 11 septembre 2001. Certains attendent peu être les élections de novembre et une majorité différente au Congrès. Mais, à l'heure actuelle, la situation est celle-là. Quand je regarde ces discussions, ce qui apparaît de plus en plus clairement, c'est que il existe une tension plus profonde au sein de la posture de l'administration Trump-Vice de l'Iran. À un premier niveau, tout cela peut ressembler à du théâtre, à un effort pour sauver les apparences, endormir l'Iran, gagner du temps, reconstituer des capacités militaires et maintenir un canal diplomatique, surtout pour la vitrine. Mais à un autre niveau, on a le sentiment que l'administration cherche réellement, avec une forme de fébrilité, à obtenir un accord. La question est donc de savoir si cela traduit un véritable état de détresse du côté de Washington, ou si l'Iran a délibérément adopté une posture qui laisse les discussions ouvertes, tout en se plaçant très soigneusement d'une manière qui n'est pas réellement analysée dans le discours dominant. Mon point de vue, c'est que Trump veut que la guerre s'arrête, mais chaque fois qu'il s'en approche, il veut aussi un résultat à somme nulle. C'est là le problème. Les Américains comme les Israéliens peinent à penser autrement qu'en termes de somme nulle.
Ils ne comprennent pas l'idée du gagnant-gagnant comme l'Iran, la Chine ou la Russie la comprennent. Ainsi, chaque fois que Trump s'approche d'un règlement, il écoute aussi plusieurs groupes d'influence lui murmurer à l'oreille. La composante israélienne est l'une des plus évidentes. Elle ne veut absolument pas que la guerre s'arrête au point d'être potentiellement prête à éliminer des négociateurs ou des acteurs politiques clés pour bloquer une issue pacifique. Voilà la réalité à laquelle Trump se heurte en permanence. Il veut que la guerre s'arrête, mais seulement si le résultat ressemble à une victoire totale des États-Unis, et c'est pas quelque chose que les Iraniens accepteront. C'est le paradoxe de la méthode Trump en négociation. Exiger une capitulation totale, puis feindre l'étonnement quand l'autre camp comprend qu'on lui demande de signer sa propre défaite. L'Iran s'en est trop bien sorti dans cette guerre pour capituler maintenant. Certaines publications américaines qualifient déjà l'Iran de quatrième puissance, et pourtant, pour une raison obscure, Washington imagine encore que Téhéran devrait tout simplement se coucher. Cela n'arrivera pas. L'Iran a dit dès le départ qu'il se préparait à une guerre prolongée. Et une guerre prolongée ne signifie pas nécessairement des bombardements constants tous les jours. Cela peut vouloir dire une série de batailles étalées sur des mois, voire des années, qui forment ensemble le corps de la guerre. Cela signifie que l'Iran a presque certainement encore de nombreuses surprises militaires, de renseignements et économiques en réserve. Il n'aurait pas tout consommé en 39 jours. Ce que je soupçonne donc, c'est que nous assistons aussi à une courbe d'apprentissage du côté iranien. La seule raison pour laquelle l'Iran a accepté ce cessez-le-feu, et cette décision s'est jouée jusqu'à la dernière heure, c'est que les Américains ont capitulé devant le cadre iranien et ont accepté que les négociations reposent sur les 10 points de l'Iran et que le cessez-le-feu inclut le Liban et l'ensemble de l'axe iranien, ce qui signifiait nécessairement qu'Israël devait lui aussi cesser le feu. Ce que l'Iran a ensuite compris, c'est que chaque fois qu'il offre un geste de bonne volonté ou une branche d'olivier, les Américains se replient immédiatement dans leur bulle de puissance et perdent de vue la réalité. C'est visiblement l'impression qui domine chez beaucoup d'Iraniens aujourd'hui. Et cela ne se limite pas aux responsables militaires. Les civils ont aussi leur propre lecture de ce qui s'est passé. Beaucoup d'Iraniens n'en revenaient pas pendant ces 12 jours de juin dernier, que leur gouvernement ait arrêté la guerre sans règlement négocié, avec une simple cessation du feu, et pourtant le cessez-le-feu a tenu. C'est précisément pour cela que les Israéliens ont compris que cette fois ils auraient besoin des Américains et qu'il leur faudrait détruire l'Iran si profondément qu'il deviendrait leur proie. Bien sûr, rien de tout cela ne s'est produit. Au contraire, des civils iraniens, dont beaucoup ont moins de 35 ans, ont vu tout ce que leur État, leur armée, leurs gardiens de la révolution et leurs décideurs avaient construit, et ils en ont été profondément impressionnés. Beaucoup d'entre eux veulent désormais s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. C'est pourquoi on entend de plus en plus d'Iraniens laïcs demander pourquoi la guerre a été arrêtée. Je pense que ces voix pourraient peser davantage après mercredi soir, parce que la faction du Conseil suprême de sécurité nationale qui a choisi de tester cette voie du cessez-le-feu a probablement appris une dure leçon au cours de ces 2 dernières semaines. Ainsi, lorsque je considère les négociations, ce que nous avons vu, les différents points dans un sens puis dans l'autre, et n'oublions pas, Dany, que nous n'avons aucun moyen de confirmer tout cela, même quand cela vient d'un responsable iranien, à moins que cela ne vienne des 2 principaux négociateurs eux-mêmes. Nous avons tous entendu beaucoup de détails différents sur ce qui a été ou non accepté, y compris sur des questions qui dépassent le domaine nucléaire et qui attirent très peu l'attention dans les médias anglophones. Il est donc impossible d'être catégorique. Mais une chose semble claire. La rhétorique américaine n'est probablement pas la même que ce qui se dit derrière les portes closes. La raison principale pour laquelle je l'affirme, c'est que les intermédiaires pakistanais sont restés extrêmement actifs chaque jour. Cela signifie que des discussions ont toujours lieu à un certain niveau. Les intermédiaires savent quelles étaient les promesses américaines initiales. La position iranienne semble être qu'il n'est pas question de s'éloigner de ces principes
initiaux et que les négociations doivent repartir de là. Un point particulièrement important rapporté par l'Iran est qu'il n'y a rien sur sa liste de sujets qui soit insoluble. C'est essentiel. L'Iran dit en effet que tout est négociable s'il y a un véritable donnant-donnant. Le problème, c'est que les Américains ne donnent rien. Et le signe le plus fort en est peu être tout simplement le fait que les Iraniens n'ont même pas embarqué dans des avions pour Islamabad, alors même que Trump menace de frapper des ponts et des centrales électriques si les discussions tournent pas comme il le souhaite. C'est à ce moment-là que la performance commence à se dégonfler, les menaces continuent d'arriver à l'heure, mais le levier stratégique, lui, rate toujours son entrée. C'est pour cela que toute cette situation ressemble à un véritable désastre, et elle ne fait qu'empirer à mesure qu'elle s'étire. Les États-Unis n'étaient pas en position de force au départ dans ces discussions, et ils semblent maintenant désespérés de récupérer une quelconque capacité de levier sur l'Iran. Pourtant, rien n'indique que cet effort fonctionne. L'Iran semble se préparer à une guerre longue, et je pense que c'est en partie pour cela qu'il a accepté des cessez-le-feu comme celui de 12 jours et la pause actuelle. Il paraît regarder bien au-delà de l'horizon immédiat des 40 ou 50 jours. Il raisonne en termes de conflits prolongés, avec des périodes d'escalade intense et des phases de pause stratégique. La raison plus profonde pour laquelle je n'ai jamais cru que cette guerre s'arrêterait réellement par un cessez-le-feu à ce stade, c'est que il existe un autre acteur dans la guerre menée contre l'Iran, Israël. Tout cessez-le-feu devrait donc inclure aussi l'arrêt du feu du côté israélien. Et Israël a très peu de chances d'accepter cela. Pendant la guerre, nous avons appris que Ron Dermer, proche conseiller de Netanyahou, proposait un ensemble de conditions pour le Liban qui revenait à découper le pays en zones, avec une présence militaire israélienne directe dans une zone, un rôle opérationnel dans une autre, et une liberté d'action très large ailleurs. Or cela ne concernait que le Liban. Qu'en est-il de Gaza? À partir de quoi tout ce cycle a commencé? Qu'en est-il de l'Irak, du Yémen et de la Syrie? Est-ce que quelqu'un croit réellement que Netanyahou va céder sur l'un quelconque de ces fronts, et encore moins sur tous? Alors comment exactement cette guerre est-elle censée s'arrêter? C'est pour cela que la question n'est pas simplement celle d'une victoire iranienne. Les stratèges de la guerre asymétrique ne pensent pas ainsi. Leur objectif est de priver l'adversaire de ses buts. Et pour être franc, nous ne savons toujours pas avec clarté quels étaient exactement les objectifs complets des États-Unis dans cette guerre. Le monde occidental donne l'impression d'être assis au bord d'une falaise, dans une voiture en panne, et de choisir précisément ce moment pour se livrer à toutes sortes de gestes insensés à l'intérieur du véhicule. Tout peut arriver. Pendant ce temps, en face, il y a des acteurs dotés d'une efficacité bien supérieure à celle des puissances occidentales. La Chine peut construire presque n'importe quoi du jour au lendemain. L'Iran, depuis la guerre Iran-Irak, a lui aussi démontré une capacité extraordinaire à reconstruire avec une rapidité remarquable. Dans les années 1980, des bâtiments à Téhéran étaient bombardés et le lendemain matin, il y avait presque plus de débris visibles. Les lignes ferroviaires frappées pendant cette guerre ont été remises en service en moins de 3 jours. Ce niveau d'efficacité compte. Pendant ce temps, le réflexe Trump consiste à confondre accélération et contrôle, comme si appuyer plus fort sur la pédale éloignait la falaise. Chaque geste américain coûte désormais de l'argent, épuise des armes et brûle des stocks militaires. Et ces stocks sont nécessaires non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour Israël, pour les alliés du Golfe, pour les partenaires de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et pour d'autres États alignés. Les États-Unis n'ont pas les moyens financiers de soutenir cela indéfiniment. En plus, Trump a aliéné un si grand nombre de pays que l'administration est plus isolée que jamais. Dans un tel contexte, essayer de suivre les détours tactiques de l'Iran ressemble à une recette de l'échec. L'Iran, avec la Chine et la Russie, peut profiter du couvert de la guerre pour remodeler les systèmes qui régissent les télécommunications, le transport maritime, l'assurance, la finance et plus largement les réseaux de l'économie mondiale. Si cela ne s'était pas produit par cette guerre, quelque chose de similaire aurait eu lieu à travers une autre, peut être autour de Taïwan. Mais cette guerre-ci était tout simplement trop vaste pour que les États-Unis puissent la gérer compte tenu de leur état intérieur.
Ce que j'essaie de souligner, c'est que les États-Unis sont désormais assez désespérés pour entrer dans des guerres qu'ils ne peuvent pas gagner, des guerres qui sont plus susceptibles d'accélérer leur déclin que de l'inverser. Cela ne va pas arrêter le processus. Au contraire, cela montre à quel point ce désespoir est profond. Nous avons vu les États-Unis s'affaiblir pendant la longue guerre d'Ukraine, mais ce conflit s'est déroulé différemment. Il a fallu du temps pour épuiser les adversaires, façonner l'opinion publique et gérer l'escalade. La guerre contre l'Iran est différente parce qu'elle frappe directement l'économie mondiale. Si les Américains parviennent d'une manière ou d'une autre à traverser cette phase et tentent ensuite d'aller vers la Chine, cela pourrait être la fin de toute l'illusion de contrôle. Quant à la Chine elle-même, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un État qui abandonne ses principes fondamentaux sous la pression extérieure. La Chine possède un système de gouvernance très discipliné, dirigé par le Parti communiste, mais elle a aussi une structure politique dans laquelle l'interaction entre la base et le sommet est plus importante que beaucoup d'observateurs extérieurs ne l'imaginent. Sa politique étrangère ne renoncera pas au principe de non-ingérence simplement à cause d'une crise mondiale. La pensée stratégique chinoise demeure centrée sur le développement, la diplomatie et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Dans le même temps, la Chine accorde une grande importance au prestige, au récit qu'elle produit et à la manière dont elle se présente au monde après des années de dénigrement venus de l'Occident. Sa communication dans des conflits de ce type repose donc sur des principes et beaucoup de Chinois estiment que le simple fait de s'y tenir suffit déjà à produire un changement réel. Faire davantage, au sens où l'entendre les critiques occidentaux reviendrait à devenir un acteur direct de la guerre, et l'Iran ne l'a pas demandé. Les calculs chinois semblent être que l'implication militaire directe n'aiderait pas. Cela ne signifie pas que la Chine soit passive. Cela signifie qu'elle estime avoir le droit souverain d'approvisionner l'Iran et de commercer avec lui selon les décisions mutuelles des deux pays. Cette position paraît solide. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont la Chine a géré la question du détroit d'Ormuz. D'un côté, elle a adopté la position générale selon laquelle le détroit doit rester ouvert au commerce et à la liberté de passage. De l'autre, elle a condamné le blocus américain sans condamner l'Iran pour l'exercice de son autorité et de son contrôle dans sa propre zone. C'est un équilibre très soigneusement tenu. Cela s'inscrit dans le principe chinois de non-ingérence tout en montrant clairement que Pékin comprend ce qui se passe réellement et où se situent ses intérêts. Un autre point important, c'est que presque personne de sérieux en Chine ne semble croire à l'idée selon laquelle Pékin aurait fait pression sur l'Iran pour négocier. Cela est largement considéré comme une fausse information. Le point de vue dominant est que le gouvernement chinois ne ferait pas pression sur l'Iran de cette manière, surtout dans un conflit d'une telle importance existentielle et structurelle. Pourtant, cela ne signifie pas que la Chine restera inactive si les enjeux montent encore. Nous avons déjà vu Pékin utiliser son droit de veto lorsqu'il l'estimait nécessaire, et les nouveaux règlements que j'ai mentionnés plus tôt ressemblent fortement à une préparation pour la prochaine phase de confrontation si Washington continue de pousser. La Chine n'abandonnera pas nécessairement le langage du droit international, ni le principe de non-ingérence, mais elle est parfaitement capable d'affaiblir ses adversaires de manière très efficace. Si les Américains imposent des droits de douane, la Chine peut couper les terres rares. Et si les terres rares sont coupées, alors la production de missiles et d'autres fabrications stratégiques devient beaucoup plus difficile pour les États-Unis. C'est pas une formule spectaculaire. C'est un vrai levier stratégique. Le reproche venu de Washington est toujours familier. D'autres pays sont accusés d'être déloyaux au moment précis où ils cessent de se porter volontaires pour le rôle qu'on leur avait assigné dans le scénario de quelqu'un d'autre. Je m'attends donc à voir davantage de mouvements de cette nature. Et si cette même discussion avait lieu dans 2 semaines, elle sonnerait probablement très différemment, parce que les événements évoluent à une vitesse considérable. La Chine continuera à prendre ses décisions en matière de commerce, de développement économique et de relations internationales selon ce qu'elle juge le mieux pour ses propres intérêts. Et cela en soi a d'énormes conséquences mondiales. La Chine n'a pas besoin de devenir un participant direct à la guerre pour affaiblir les États-Unis. Elle peut le faire simplement en prenant des décisions rationnelles qui lui profitent.
et qui, dans bien des cas, renforce aussi l'ordre multipolaire émerge qu'elle a contribué à faire avancer et qu'elle veut voir se consolider.